Dans cette dernière vidéo, on va parler de produits vectoriels. Alors, comme son nom l'indique, c'est aussi un produit, donc une multiplication de vecteurs. Et cette fois-ci, contrairement au produit scalaire, le résultat, ça va être aussi un vecteur, qui est peut-être un peu plus logique, puisqu'on a l'habitude, quand on multiplie deux choses, d'avoir le même type d'objet en résultat. Donc, voilà pour le produit vectoriel. Alors encore une fois, j'essaye de donner intuitivement un petit peu une compréhension de ce à quoi ça sert. Et donc un produit vectoriel, ça permet en quelque sorte d'anticiper dans quelle direction va se produire un mouvement. On va faire agir une force sur quelque chose et ça va provoquer un mouvement qui part dans une certaine direction. Donc ça, c'est vraiment très grossièrement pour avoir une petite intuition de ce à quoi ça correspond le produit vectoriel. Alors pour ça, il nous faut une base orientée de l'espace. Donc pour ça, je suis en 3 dimensions, je n'ai pas le choix, je me déplace, donc il me faut être dans l'espace. Et je n'ai pas besoin d'un repère, je n'ai pas besoin d'avoir un point d'origine fixe, j'ai juste besoin d'avoir 3 directions qui forment une base. Donc une première définition qui est vraiment importante, une base de l'espace, IJK, est dite directe si elle respecte une des règles équivalentes suivantes. Alors, moi, quand j'étais étudiante, on m'a expliqué que, étant droitière, c'était plus stratégique de connaître la règle de la main gauche, puisque comme ça, pendant que j'écrivais de ma main droite, ma main gauche pouvait vérifier la règle. Donc, je vous recommande exactement ce même type de concept. Si vous êtes droitier, habituez-vous à la règle de la main gauche et inversement. Alors, que dit cette règle? Mes vecteurs IJK, qu'on a l'habitude d'appeler l'abscisse, l'ordonnée et la cote, ils ont un ordre bien précis. Quand je dessine en 2D, j'ai toujours l'axe, le premier axe horizontal et le deuxième axe vertical. Là, dans l'espace, les choses vont bouger, donc c'est pas aussi figé qu'en 2 dimensions. Par contre, l'ordre dans lequel on circule d'une coordonnée à la suivante, lui, est très important. Et donc, si je fais la règle de la main gauche, alors ça rend pas très bien en vidéo puisqu'on n'est pas dans le même sens, mais donc j'ai ma main comme sur le schéma. Mon premier axe, le I, c'est du coup mon majeur. Le deuxième axe, ce sera toujours mon index. Et le dernier axe, toujours le pouce. Et ça, peu importe dans quel sens je mets ma main. Qui veut dire que dans les exercices, potentiellement, je vais me retrouver à faire comme ça. C'est pas impossible, mais ça m'assure d'avoir toujours, de tourner, entre guillemets, toujours dans le bon ordre. Et vous faites exactement la même chose avec votre main droite si vous voulez utiliser la règle de la main droite. Alors, une définition un peu plus formelle, soit U et V de vecteurs, le produit vectoriel de U par V, qu'on note U avec un petit accent circonflexe, V, dépend de la position relative de U par rapport à V. Bah oui, comme on va avoir un mouvement qui va s'exercer dans un sens ou dans l'autre, l'ordre des éléments qui agissent l'un sur l'autre est très important. Donc première chose à savoir, si U et V sont collinaires, donc si leurs directions sont parallèles, dans ce cas-là, le produit vectoriel est nul, obligatoirement. Et ça va être un cas que vous n'allez pas rencontrer dans les exercices, évidemment. Si U et V ne sont pas collinéaires, le produit vectoriel va me donner un vecteur. Et donc, il faut, pour le définir, 3 informations. La première, sa direction. Donc, la direction du produit vectoriel est toujours orthogonale aux 2 autres vecteurs, donc perpendiculaire. Autrement dit, si je multiplie 2 vecteurs dans le plan à plat, ben, le produit vectoriel, je sais qu'il va partir vers le haut. D'accord? Donc on est toujours perpendiculaire. Son sens, parce que le vecteur, j'ai toujours 2 possibilités. Une fois que j'ai la direction, soit c'est dans un sens, soit dans l'autre. Le sens, il est tel que la base UV et le résultat du produit vectoriel, dans cet ordre-là, forment une base directe. Vous verrez dans les exercices comment on l'utilise. Et enfin, sa norme, donc la longueur du vecteur, U vectoriel V, elle est définie par la formule suivante, norme de U fois norme de V fois la valeur absolue du sinus. Que veut dire la valeur absolue d'un nombre? C'est le nombre sans son signe. Donc peu importe que ça me donne un résultat positif ou négatif, dans tous les cas, je prends la valeur positive. Exemple, une personne applique sur une clé à molette une force F telle que la norme de F soit égale à 7,2 Newton au bout d'un bras de levier de longueur norme de R égale 0,13 mètres. L'angle entre le bras de levier R et la force F est RF égale 60 degrés et on vous demande de calculer le moment de force exercé sur le boulon.
Donc je m'abstiens bien de rentrer dans des détails physiques puisque j'en serais bien incapable. Par contre, nous on va s'occuper du côté mathématique. Donc la première chose, c'est la direction. Ben, ici je vois que mon vecteur R et F sur mon schéma, ils sont dessinés sur le plan de l'écran. Et donc ça veut dire que le résultat du produit vectoriel, le moment de la force, il va être perpendiculaire à l'écran. Donc il vient d'avant en arrière. Ensuite, son sens. Alors, pour ça, il faut connaître la formule qui permet de calculer le moment de la force. Donc, le moment de la force, on le calcule en faisant le produit vectoriel de R par F, dans cet ordre-là. Ça veut dire que pour connaître le sens, il va falloir que R, ce soit mon premier vecteur. Donc, je prends ma règle de la main gauche. Donc, je viens mettre mon majeur, qui est mon premier vecteur R, dans le sens comme il est dessiné sur le dessin. Le deuxième, mon index, je viens le mettre comme sur le dessin vers le bas, sans changer la direction de celui-ci. Donc ça demande d'être un petit peu souple. Et enfin, le résultat, ça va être mon dernier vecteur. Et donc vous ne le voyez pas très bien la vidéo puisque tout est inversé, mais mon pouce qui va être du coup le résultat, il va vers l'arrière de mon dessin. D'accord ? Je suis dans le sens de mon dessin. Donc le moment de la force va vers l'intérieur. Le boulon va dans la direction de s'enfoncer dans la feuille, si on peut dire ça comme ça. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer la norme de ce moment. Donc, je viens rajouter autour les normes et puis j'applique la formule qui est donnée juste au-dessus. Donc, c'est la norme de R fois la norme de F fois la valeur absolue du sinus entre l'angle formé par les deux vecteurs. Je remplace par les valeurs qui me sont données. 7,2 fois 0,13 fois le sinus de 60 degrés. Et 60 degrés, son sinus est positif. Si vous avez un doute, vous gardez les valeurs absolues. Sinon, vous levez très facilement le doute en tapant ça à la calculatrice. Et donc, on obtient, quand on fait le calcul, que ça nous donne environ 0,81 newton mètre. C'est l'unité de la norme du moment de la force. On continue, une deuxième façon de définir le produit vectoriel, c'est avec les coordonnées, comme pour le produit scalaire. Dans l'espace muni d'une base orthonormée directe I, J, K, on considère deux vecteurs U et V, de coordonnées respectifs X, Y, Z et X', Y', Z'. Alors le produit vectoriel U vectoriel V aura pour coordonnées. Et en fait, c'est intéressant de les avoir visuellement, pas d'apprendre la formule. Pour la première coordonnée ici, on va calculer YZ' moins ZY'. Ensuite, pour la deuxième coordonnée, on va calculer XZ' moins ZX'. Et enfin, pour la dernière coordonnée, on va calculer XY' moins YX'. Donc, on multiplie en croisant, on a une espèce de schéma du produit en croix qui revient ici. Et on multiplie les valeurs qui ne sont pas celles de la coordonnée qu'on recherche. Donc quand je cherche la première, je multiplie sur les deuxième et troisième, etc., etc. Regardons sur un exemple ce que ça nous donne. Une personne exerce une force F sur une pédale positionnée au bout du bras de pédalier P et que O soit dans l'axe du pédalier. On veut déterminer le moment autour de l'axe du pédalier. Donc là, je n'ai pas besoin de chercher les directions, etc. Je vais avoir les coordonnées précises du vecteur qui contiennent, de manière un peu plus cachée, mais qui contiennent toutes ces données. Donc c'est parti, je calcule le moment de la force exercée sur le pédalier. Donc ça va être mon équivalent du bras de levier. Ici, le bras de pédalier, OP vectoriel, la force qui est exercée dessus. Et donc, il suffit d'appliquer la formule qui est donnée au-dessus. Donc, ça va me donner, pour le moment, je suis obligée de réécrire que c'est le moment puisque je ne peux pas mettre les coordonnées sans le nom du point. Ça va me donner moins 120 fois 0, moins 40 fois moins 0,05. Alors, c'est plus facile si vous mettez les deux coordonnées l'une à côté de l'autre, hein. Ensuite, pour la deuxième coordonnée, ça va nous donner moins 80 toujours fois 0, moins 40 fois 0,15. Et enfin, pour la dernière, moins 80 fois moins 0,05, moins 120 fois 0,15. Ça me donne donc comme coordonnées, après calcul, le vecteur moins 2, 6 et
moins 22. Et j'ai le moment de la force exercée. Et on termine avec une application à la géométrie plane. On peut utiliser bizarrement le produit vectoriel pour calculer l'aire d'un parallélogramme ou d'un triangle. Et oui, c'est au programme des BTS. Donc on termine là-dessus. La propriété me dit que si ABCD est un parallélogramme, alors son aire, c'est égal à la norme du produit vectoriel AB par AD. Et si ABC est un triangle, alors son aire est égal à 1/2 de la norme du produit vectoriel AB fois AC. Je vais démontrer l'aire du parallélogramme. L'aire du triangle se montre exactement de la même manière en adaptant bien évidemment à la formule d'aire d'un triangle. Donc je commence par un schéma, bien sûr, pour visualiser les choses. Je vais dessiner un parallélogramme ABCD. Et je reprends les formules de géométrie plane. Donc d'après les formules de géométrie plane, l'aire du parallélogramme, c'est égal à la base fois la hauteur. La base, c'est la longueur AB, c'est donc la norme du vecteur AB. Et la hauteur, c'est le segment ici, qui part de tout en haut et qui descend tout en bas. Alors, comment je calcule ça? Je vais me mettre sur le côté. Je vais me placer dans ce triangle-là, qui est un triangle rectangle. Et donc, je peux utiliser cet angle et appliquer les formules de trigonométrie, avec ici l'hypoténuse et ici le côté opposé que je cherche à calculer. Donc, je reprends ma formule sur le sinus, et l'angle, il est donné par l'angle entre les vecteurs AB et AD. La formule du sinus, c'est opposé sur hypoténuse. N'hésitez pas à aller revoir les vidéos de 3e pour vous remettre ça en tête. L'opposé, c'est du coup la hauteur du parallélogramme. Et l'hypoténuse, c'est la longueur du segment AB. Autrement dit, la norme du vecteur AD. Ça veut dire que si je fais un habile changement de place entre mes termes, j'obtiens que la hauteur H, c'est égal à la norme du vecteur AD fois le sinus de l'angle AB-AD. Et donc ça, c'est un angle aigu, donc c'est forcément positif. Je ne rentre pas plus que ça dans les détails. Vous pouvez juste tester sur la calculatrice des valeurs et être convaincu de ça. Et donc, si je réinjecte ça dans mon calcul de tout à l'heure, ça va me donner, fois la hauteur ici, j'ai oublié, pardon, la norme du vecteur AB fois tout ce que je viens de trouver. Donc la norme du vecteur AD fois le sinus de l'angle AB-AD. Et comme il est positif, ça revient au même de prendre sa valeur absolue. Et donc ça, c'est exactement la formule de la norme du produit vectoriel qui a été définie un peu plus tôt. Et voilà, j'ai démontré ma première propriété. Faites exactement pareil avec le triangle. Je rappelle au passage que l'aire d'un triangle, c'est 1/2 de l'aire de la base fois la hauteur. Donc ça va fonctionner exactement pareil.